Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous renouveler chaque jour votre confiance. Voici les titres du journal. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, se trouve actuellement à Accra au Ghana où il prendra part demain à la 6e réunion de coordination de l'Union africaine. Lancement à Djambala, dans le département des Plateaux, du projet de protection sociale qui vise l'autonomisation des couches vulnérables. Un délai de 15 jours pour les occupants anarchiques du domaine public non loin de l'aéroport international Antonio Agostinho Neto de Pointe-Noire peut quitter les lieux. Un ultimatum de l'administrateur maire de Lumumba. Voilà pour la vitrine de cette édition. Madame, Monsieur, les détails. Je vous l'ai dit en titre, la 6e réunion de coordination à mi-parcours de l'Union africaine se tient ce dimanche à Accra au Ghana. Parmi les chefs d'État attendus à ces assises, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui est arrivé ce samedi dans la capitale ghanéenne. Alain Biabi pour le reportage. C'est dans le courant de 17h, heure locale, 18h, heure de Brazzaville, que l'avion transportant le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a atterri ce samedi 20 juillet 2024 à l'aéroport international de Kotoka d'Accra au Ghana. Le chef de l'État est venu participer à la 6e réunion de coordination à mi-parcours annuel de l'Union africaine, dont les travaux se tiennent ce dimanche au Centre international de conférence d'Accra. Le Congo, faut-il le rappeler, est membre du bureau de l'Assemblée générale de l'Union africaine en qualité de deuxième vice-président. Au cours de ces travaux, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, prendra la parole pour présenter les conclusions de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement tenue du 2 au 5 juillet dernier à Kintélé, dans la périphérie nord de Brazzaville. Il s'agit de l'appropriation de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et le reboisement par l'Union africaine face à l'urgence climatique en vue d'une résolution à prendre par les Nations unies lors de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale prévue en septembre prochain à New York. Signalons que la réunion de coordination à mi-parcours de l'Union africaine est une émanation des réformes entreprises par l'organisation continentale. Une réunion qui regroupe le bureau de la conférence des chefs d'État, la commission de l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. Elle a été instituée en 2017 et la 6e réunion se tient dans la capitale ghanéenne sous le thème « Éduquer et développer les compétences en Afrique pour le XXIe siècle ». Peu avant de quitter Brazzaville pour Accra, le président de la République s'est entretenu avec le président directeur général du groupe ENI, Denis Sassou Nguesso et Claudio Descalzi, ont parlé de l'état d'avancement du projet Congo Gaz Naturel liquéfié. Roch Kamba pour le reportage. Une délégation du groupe ENI, conduite par son président directeur général, a conféré ce samedi 20 juillet 2024 avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Claudio Descalzi a échangé avec le chef de l'État sur l'avancement du projet Congo LNG qui, depuis février de cette année, a commencé à exporter du gaz liquéfié, contribuant ainsi au marché mondial de l'énergie et incluant le Congo parmi les pays exportateurs du GNL. Selon le président directeur général du groupe ENI, avec la deuxième phase du projet, qui démarre fin 2025, les exportations du gaz s'élèveront à 4,5 milliards par an. Les deux personnalités ont également discuté des projets de production d'agri-feedstock, matières premières agricoles pour le bioraffinage, en cours dans le pays après le démarrage du premier agri-hub et d'autres initiatives dans le domaine de la transition énergétique. Denis Sassou Nguesso et Claudio Descalzi ont aussi évoqué les initiatives les plus récentes en matière de durabilité, notamment la phase 3 du projet intégré INDA.
Voilà, vous avez reconnu la voix de Roch Kiamba. Dans un autre volet de l'actualité, le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, a échangé avec le gouverneur de la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, Yvan Sana-Bangui. Au menu de leur entretien, le développement économique et la stabilité financière dans la zone CEMAC. Le point dans ce reportage de France Duclerc, Pandengui. Le 9 février 2024, Yvan Sana-Bangui, haut fonctionnaire centrafricain de 50 ans, a été nommé gouverneur de la BEAC, remplaçant ainsi le Tchadien Abbas Mahamat Toli, candidat à la présidence de la BAD. En visite officielle à Brazzaville, il a rencontré le Premier ministre Anatole Koliné Makosso pour aborder des questions de développement et de stabilité financière dans la CEMAC, tout en saluant les bonnes performances économiques du Congo. Globalement, l'économie congolaise est favorable avec un taux d'inflation qui semble maîtrisé et d'ailleurs en diminution par rapport à l'année 2023. Le taux de croissance également s'améliore aujourd'hui, passant de 1,5 l'an dernier à 3,3. L'essentiel pour moi, c'est de témoigner la disponibilité de la Banque centrale à renforcer sa collaboration de façon étroite avec le gouvernement pour qu'ensemble nous relevons tous les défis qui s'imposent aujourd'hui à notre sous-région générale et au Congo en particulier. Au-delà des défis économiques, y compris ceux concernant la stabilité monétaire et l'inclusion financière pour réduire la fracture financière, les questions d'intégration régionale ont été aussi évoquées. Aujourd'hui, nous en faisons un axe stratégique pour renforcer l'intégration régionale. Nous disposons encore des statistiques tellement faibles quant aux échanges commerciaux entre nos États. Donc nous allons, en tant que Banque centrale, apporter notre concours à la construction de cet édifice de renforcement de l'intégration. La BEAC, qui émet le franc CFA dans la zone CEMAC, a pour mission d'établir des politiques de stabilisation des prix, de réguler les institutions financières, de gérer les réserves de change des pays membres pour garantir la stabilité de la monnaie et faciliter les échanges commerciaux, de renforcer l'intégration économique des pays membres en facilitant les échanges commerciaux et financiers, de veiller à la stabilité financière et de soutenir les gouvernements dans la gestion de leurs comptes et paiements internationaux. En séjour de travail au Congo, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Yvan Sana-Bangui, a été également l'hôte du président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba. Le manque de pièces de monnaie et la difficulté d'application de la réglementation de change par certaines sociétés ont été abordés par les deux personnalités. Le point avec Cyril Safoubachi. L'application de la réglementation de change était le sujet principal de discussion entre le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, et le gouverneur de la BEAC, Yvan Sana-Bangui. Cette réglementation est un dispositif de la BEAC pour régir les transactions des devises au sein de la CEMAC et entre la CEMAC et le reste du monde. C'est une question qui me semble très sensible, dont je vais instruire toutes mes équipes au niveau du siège et également au niveau de la direction nationale pour le Congo, d'apporter des réponses adéquates aux autorités. Aujourd'hui, on cite quelques difficultés rencontrées par les entreprises, mais je puisse vous assurer que cela a apporté beaucoup plus de positivité. Ces entreprises aujourd'hui, dont la plupart se plaignent, celles qui exportent ne rapatrient pas les devises sur les comptes d'opération. Et ces entreprises nous demandent de régler leurs factures d'importation sur nos réserves de change. Alors, il va falloir que tout le monde respecte les jeux. La Banque centrale, on l'a compris, conduit les opérations de change, tient et gère les réserves officielles de change des États, mais son rôle de promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement a été mentionné. La Banque centrale entend maintenir sa collaboration avec toutes les institutions impliquées dans les politiques économiques. D'ici la fin de l'année, je reviendrai pour présenter aux autorités la nouvelle gamme des pièces de monnaie. Je m'engage également à
consolider ces liens, ces relations, pour qu'ensemble nous puissions relever des défis qui s'imposent aujourd'hui. L'injection de nouvelles gammes de pièces de monnaie permet de résorber l'inflation qui serait en 2024 à 3,4% de la zone CEMAC, légèrement au-dessus de l'objectif de 3%. L'actualité, c'est aussi la clôture hier à Brazzaville de la 13e réunion de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC. Cette réunion annuelle de concertation des professionnels bancaires et financiers de la CEMAC vise l'amélioration du système bancaire. Le point des thématiques débattues dans ce reportage de Sébastien Aoui. Le communiqué final sanctionnant les travaux de la 13e réunion annuelle de la concertation des professionnels bancaires et financiers de la CEMAC s'est étendu sur la problématique de surexposition des banques de la CEMAC aux risques souverains et sur l'évolution des créances en souffrance dans la sous-région et les mesures prudentielles à mettre en place dans cette zone. Le secrétaire général a ainsi démontré que la surexposition des banques aux risques souverains contribue indirectement à la dégradation d'autres normes prudentielles. Il s'agit des normes qui concernent la division des risques, la couverture des risques, le coefficient net de transformation à long terme et la couverture des immobilisations. Les enjeux sur la cybersécurité dans la zone CEMAC ont été une des grandes préoccupations des professionnels bancaires et financiers présents à ces assises. En Afrique, estimé à 4,1 milliards de dollars par Interpol. Ces pertes concernent principalement les secteurs de la finance, 31%, des télécommunications, 27%, et des services publics à hauteur de 31%. La CEMAC représente environ 15%. Le président de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, clôturant les travaux, a remercié les autorités congolaises pour l'accueil chaleureux, a félicité les organisateurs pour la réussite de ces assises et a souhaité un bon retour à tous les participants dans leurs pays respectifs. Hors de nos frontières, le budget de l'Union africaine, exercice 2025, s'élève à 600 millions de dollars américains. C'est la principale décision de la 45e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. À Accra, le Congo a été représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger Jean-Claude Gakosso. Allez, bienvenue au Bargui. Pendant 2 jours, les chefs de la diplomatie des pays membres de l'Union africaine réunis à Accra au Ghana à l'occasion de la 45e session ordinaire du Conseil exécutif ont adopté une position commune sur la nécessité de parvenir à une indépendance financière de l'organisation continentale. Le Congo a été représenté à cette session par le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger Jean-Claude Gakosso, appuyé par le ministre de l'économie et des finances Jean-Baptiste Ondaye et de la ministre de l'économie forestière Rosalie Matondo. Il s'est agi au cours de cette 45e session d'un engagement à l'échelle continentale qui implique les États à s'acquitter de leurs cotisations statutaires afin d'éviter toute ingérence de la volonté de relever les défis auxquels l'Afrique est confrontée. Les défis de développement, d'intégration, de paix et de sécurité, comme le précise Daniel Owassa, ambassadeur représentant permanent du Congo à l'Union africaine. Pour l'essentiel, l'objet, c'était voter le budget pour l'exercice 2025. Suivant les directives de Johannesburg, l'Union africaine devait se doter des moyens pour financer ses propres activités et ses programmes. Malheureusement, pour tenir compte des difficultés économiques et financières que rencontrent beaucoup d'États africains, il y a un plafonnement qui a été retenu, 200 millions, contribution des États membres, même si le budget s'élève à un peu plus de 600 millions de dollars, avec ceci de particulier qu'il y a beaucoup, les apports extérieurs comptent encore pour beaucoup.
D'autres thématiques se sont invitées à cette 45e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, à savoir la participation de l'Afrique au sommet du G20 prévu en novembre prochain au Brésil, la question de partenariat au sein des communautés économiques et régionales, ainsi que la gestion administrative et du personnel de l'Union africaine. La question de l'audit et de la représentation des États au sein des institutions a été repoussée à une session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine prévue pour les tout prochains jours. Signalant qu'au terme de ces travaux qui se sont déroulés du 18 au 19 juillet 2024 au Centre international de conférence d'Accra, le Congolais Blaise Tikaya a été réélu à la Commission des droits de l'homme et des peuples de l'Organisation continentale pour un mandat de 6 ans. Revenons à Brazzaville pour parler cette fois-ci des cadres et agents de l'administration civile et militaire qui viennent de prendre part à un atelier de formation sur le droit d'asile et le statut des réfugiés initié par le Comité national d'assistance aux réfugiés CNAR en partenariat avec le HCR. Cet atelier vise la meilleure gestion des réfugiés. Derrick Makebo. L'objectif principal de ce séminaire est de sensibiliser et d'informer les parties prenantes sur la loi numéro 41-2021 du 29 septembre 2021 fixant les droits d'asile et le statut des réfugiés. Les participants à ce séminaire bénéficieront de plusieurs sessions de formation couvrant divers aspects de la loi, incluant les procédures de demande d'asile, les droits et obligations des réfugiés. Nous avons construit un socle de protection solide qui permettra de répondre de manière adéquate aux besoins des réfugiés et des demandeurs d'asile. Cette loi sur l'asile est bien plus qu'un texte juridique, elle est une déclaration de notre humanité commune, une affirmation de notre engagement à protéger ceux qui sont forcés de fuir leur foyer en quête de sécurité et de dignité. Cette campagne de vulgarisation est un pas important vers une gestion plus humaine et respectueuse des réfugiés en République du Congo. La République du Congo a toujours été une terre d'accueil et d'hospitalité. Cette nouvelle législation réaffirme notre engagement envers les principes fondamentaux de l'humanisme, de la solidarité et du respect des droits de l'homme. Dans les prochains jours, cette campagne de vulgarisation se poursuivra dans d'autres départements du Congo, a-t-il été indiqué. Je vous l'ai dit en titre, le projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes qui vise l'autonomisation des couches vulnérables dans 11 départements du Congo vient d'être lancé à Djambala dans le département des Plateaux. C'est la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa, qui a procédé au lancement. Le point avec Serge Bruno Mienahata. C'est avec ferveur que Djambala a accueilli le lancement du projet de protection sociale et d'inclusion économique des jeunes. Puis, les opportunités offertes par ce projet ont été évoquées à tour de rôle. Le PCBJ vise, premièrement, à étendre le programme Lisungi pour le relèvement. Deuxièmement, renforcer le système de protection sociale non contributive. Et troisièmement, l'inclusion productive des jeunes vulnérables âgés de 18 à 35 ans. Le projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes s'inspire de la volonté du président de la République, chef de l'État, d'étendre la protection sociale à toutes les couches de la population congolaise, volonté déclinée dans son projet de société ensemble. Poursuivant la marche, il s'agit entre autres de fournir à l'ensemble de la population congolaise un socle de protection sociale non contributive et productive. Je suis très ravi de ce que le gouvernement de la République vient de faire, de lancer le projet qui lutte contre la pauvreté dans notre département. Le projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes couvre au total 11 départements du Congo sur 12. Dans le cadre de la célébration des 20 ans d'existence de NCA Assurance en République du Congo, une masterclass a été organisée au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza sur le thème « L'art de prendre en charge sa vie et sa carrière,
et en faire un chef-d'œuvre. C'était en présence de la directrice générale de ce haut lieu historique. Belinda Yessa, Gesdon Kokolo. Masterclass couplée à la célébration des 20 ans d'existence de la société NCIA Assurance au Congo est un moment riche en partage qui vise à doter les participants d'outils nécessaires afin d'améliorer leurs capacités personnelles et professionnelles. Prenons la parole pour la circonstance. La directrice générale du mémorial, Pierre Savenant de Brazza, Belinda Yessa, a salué les espoirs réalisés par NCIA Assurance au Congo. J'aimerais saisir cette occasion pour exprimer encore toute ma gratitude au directeur général, ici présent, à toute l'équipe de NCIA pour votre engagement sans faille, ancré dans le professionnalisme de rigueur et de passion. Joyeux anniversaire donc à NCIA. Je souhaite que ce 20e anniversaire soit le point de départ d'une nouvelle étape de croissance et de succès. Pour le directeur général de cette société d'assurance, Joël Ella, cette masterclass revêt un intérêt particulier. Je l'ai dit dans mon propos introductif, 20 ans d'existence, c'est 20 ans de maturité. Et c'est aussi, quand on est mature, c'est l'occasion aussi de donner, de transmettre. Donc, nous apprenons des choses qui nous ont permis d'être à la place que nous sommes aujourd'hui. Il est important pour nous aussi de partager avec ceux qui ont bien voulu nous rejoindre à cette masterclass, ces outils, ces rudiments qui ont fait et qui continuent de faire de nous les leaders que nous sommes aujourd'hui. Au cours de ces assises, 3 experts ont partagé leur expérience aux participants. Question de donner à ces derniers les possibilités de bien gérer leur carrière et en faire un chef-d'œuvre. Signalons que les participants à cette session de formation bénéficieront d'un contrat NCIA Ndako, une manière pour cette compagnie d'assurance d'aider ses clients à avoir une couverture complète de leur domicile. Général du mémorial, Pierre Savenant de Brazza, a reçu une délégation des membres de la Fédération congolaise des cuisiniers du Congo, conduite par son président Madjou Moukassa. L'organisation du festival panafricain de gastronomie qui aura lieu le 28 juillet prochain a été au centre des échanges. Le point avec Gesdon Kokolo. Le 28 juillet 2024 aura lieu au musée de mémoire, d'histoire et de culture mémorial Pierre Savenant de Brazza, le festival panafricain de gastronomie qui regroupera plusieurs chefs étoilés de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la RDC, du Gabon, Togo, Bénin, Burkina Faso, Rwanda, Burundi, Angola, Turquie, France, Jordanie et d'Afrique du Sud. C'est ce que justifie la présence de cette délégation des membres de la Fédération congolaise des cuisiniers, accompagnée de Madjou Moukassa, président de la dite fédération, venu rencontrer Belinda Yessa, directrice générale de cette institution culturelle, pour lui annoncer la tenue de cette activité gastronomique de grande envergure dans les jardins du mémorial et solliciter d'elle le parrainage de cet événement gastronomique. Nous sommes venus ici pour présenter officiellement le festival panafricain de la gastronomie. Le but de notre festival, c'est de valoriser la cuisine congolaise, de la ferme à l'assiette. L'idée, c'est de créer le rêve congolais, que les gens consomment congolais. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur que nous avons été reçus ici au mémorial par Madame la directrice et nous sommes très heureux. Nous sommes venus ici pour solliciter le site et le parrainage de Madame Belinda Yessa, d'abord qui a été très contente de nous recevoir et qui a approuvé notre idée et nous sommes très heureux et nous allons faire tout pour la rendre fière. Nous avons invité les plus grands chefs africains de la gastronomie, dont le président de l'Union africaine qui est le chef Benjamin du Burkina Faso. Nous avons le chef de l'Union africaine des chefs, le chef Sung, et nous aurons aussi le chef Yassine qui revient de la Jordanie. De son côté, Belinda Yessa apprécie cette initiative et a prodigué à ces jeunes quelques conseils. Après avoir échangé avec Belinda Yessa, le président de la Fédération des cuisiniers du Congo, Madjou Moukassa, a remis à la directrice générale du mémorial un présent de vin Made in Congo. Notons que le chef Madjou Moukassa est le chevalier dans l'ordre de mérite congolais, champion du monde en cuisine, ambassadeur des cuisiniers d'Afrique centrale, président de la Fédération congolaise des cuisiniers, pâtissiers et restaurants sportifs. Initié par le Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger que dirige Agnès Onounou, la 2e édition de la journée culturelle congolaise a eu lieu le 13 juillet courant à Ivry en France sur le thème « Un jeune, un métier ». Objectif, valoriser la culture congolaise. Le commentaire de Goteni Anzinzili.
La deuxième édition de la journée culturelle congolaise a regroupé plusieurs entrepreneurs, auteurs et artistes sous le thème « Un jeune, un métier ». Un thème qui cadre avec la vision du chef de l'État Denis Sassou Nguesso qui a dédié l'année 2024 à la jeunesse congolaise. Cette année, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a proclamé 2024 l'année de la jeunesse. Donc ceci dit, la diaspora ne pouvait pas regarder. Donc c'est là où on a eu l'idée de dire que bon, notre deuxième édition sera consacrée à un projet concernant les jeunes. Cette activité a mis en valeur la culture congolaise dans toutes ses dimensions. On se réjouit de cette deuxième journée qui est destinée à promouvoir la culture congolaise ici à Ivry, donc en France. Nous sommes réunis avec plein d'artistes, plein d'auteurs, plein d'entrepreneurs qui viennent promouvoir en tout cas ce qu'ils font, mais aussi mettre en avant le Congo. Au cours de cette cérémonie, un appel de collecte de fonds a été lancé pour soutenir le projet de formation des jeunes congolais. En éducation, après 9 mois de cours sanctionnés par les examens de fin d'année, le groupe scolaire Rémo, situé au centre-ville de Brazzaville, dans le 3e arrondissement Poto-Poto, a procédé ce jour à l'émulation scolaire pour boucler l'année scolaire 2023-2024, la moisson de cette année, dans ce reportage d'Edvel Delis-Mampassi. Après 9 mois de succession de cours et d'évaluation, les meilleurs élèves du groupe scolaire Rémo sont récompensés de leur travail acharné réalisé durant l'année scolaire 2023-2024. Avec une moyenne de 16,56, Aluna Tinou Mathieu, en classe de 6e, a été déclaré meilleur élève de l'année dans cette école. Un ordinateur portable et d'autres cadeaux lui ont été offerts en guise de récompense. Les autres élèves qui figurent également dans le tableau d'honneur ont eux aussi reçu des présents. Monsieur le directeur Bruno Oyoki, vos sages conseils nous ont permis d'exploiter judicieusement les connaissances transmises par nos enseignants. À cette cérémonie d'émulation scolaire, Bruno Iloki, directeur du groupe scolaire Rémo, tout en félicitant le personnel enseignant, a salué la moisson récoltée par les élèves cette année. Après 9 mois de scolarité, nous ne pouvons pas nous séparer de nos élèves, les laisser partir en vacances sans désigner parmi eux ceux qui ont été les meilleurs sur le plan du travail scolaire. Éduquer, instruire les enfants, c'est ce que nos enseignants ont fait pendant toute cette longue période pour les sortir de la prison. En cela, chers enseignants, je vous dis félicitations et merci pour le travail abattu. Établissement privé d'enseignement général et technique, le groupe scolaire Rémo est une organisation pédagogique de haut niveau qui fait ses preuves depuis plusieurs années dans la formation de l'élite congolaise. Parlons à présent de l'opération d'enrôlement des jeunes à Madingu dans le département de la Bouenza en vue de l'obtention du permis biométrique. Une opération dirigée par le directeur général des transports terrestres Atali Mopaya, Merlo Libali. Un automobiliste a un permis de conduire biométrique. Cet engagement de la Direction générale des transports terrestres doit mettre fin à la circulation des permis de conduire provisoires ne faiblit pas. À Madingu, 5e étape de cette opération d'enrôlement, des dizaines de conducteurs automobiles en provenance des localités de la Bouenza se sont mobilisés pour s'enregistrer en vue d'obtenir ce précieux titre de transport. Détenteur d'un permis de conduire provisoire depuis près de 10 ans, ce chauffeur a parcouru plus de 30 km pour saisir l'opportunité. Nous sommes en fait dans la joie que cette opération au moins a foulé le pied sur le sol de la Bouenza. Alors qu'à l'époque, pour avoir un permis informatisé ou aujourd'hui qu'on appelle biométrique, c'était de la mer à boire, un casse-tête. On continue parfois à travailler avec des permis provisoires qu'on commence à refuser aujourd'hui dans des entreprises et nous sommes vraiment en difficulté. À la cellule d'enregistrement, 2 techniciens procèdent au prélèvement des empreintes digitales, photos numériques et signatures. Plus sécurisé, ce nouveau sésame routier est équipé d'une puce et des informations biométriques. Le lancement des enrôlements pour la délivrance du permis de conduire biométrique et sécurisé vient en effet pour régler 2 problèmes. Le déplacement des usagers à Brazzaville pour l'établissement de leur permis de conduire biométrique et sécurisé
et la sérénité dans la production d'études de transport définitives. C'est ici l'occasion pour moi de dire que ces efforts se poursuivront progressivement dans les départements pour satisfaire les usagers de nos services. La production physique de ces permis de conduire est attendue avant 2 semaines. Bien avant, Mopaya Atali, directeur général des transports terrestres, présentait les terminaux et radars routiers. Des équipements de haute technologie qui seront mis à la disposition des agents de forces de l'ordre spécialisés dans la sécurité routière pour la collecte des données et l'authentification des titres de transport. Clôture hier à Brazzaville de la conférence des 2 rives sur le secrétariat dénommé Point sur le Congo, initié par l'Association professionnelle des assistants et secrétaires du Congo. Cette formation à l'attention des femmes secrétaires venues de Kinshasa et de Brazzaville a eu pour objectif de renforcer leurs capacités sur la pratique du métier de secrétaire. Rech Moussa. Venues de Kinshasa et de Brazzaville, ces femmes assistantes et secrétaires ont été édifiées sur le rôle majeur qu'elles ont à jouer au sein de leurs entreprises respectives. 4 jours durant, les participants ont appris les thématiques telles que le secrétariat du futur, comment naviguer dans l'ère du numérique, l'importance du réseau de secrétaires et bien d'autres. Vous savez qu'aujourd'hui, le secrétariat rime avec le numérique. Et donc, il est très important de pouvoir amener les secrétaires à un niveau où elles peuvent vraiment avoir des notions pour mieux rendre leur travail. Et aujourd'hui, nous avons des outils qui nous facilitent la vie. On a parlé de l'intelligence artificielle et économique. Cette formation, initiée par la PASC, s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du métier de secrétaire, conformément aux objectifs de cette association. Le parrain de cet événement s'est réjoui de cette initiative de former ces femmes secrétaires. Ensemble, vous avez exploré les défis communs qui unissent nos 2 peuples. Et surtout, vous avez découvert les nombreuses opportunités qui se présentent lorsque les gens travaillent main dans la main, sans frontières ni limites. Je tiens à exprimer mes sincères félicitations, car vous avez démontré un vif intérêt sur tous les sujets qui ont été développés au cours de cette conférence. Ces femmes ont pris l'engagement de mettre en exergue les enseignements appris au cours de cette formation. Dans le but d'accompagner les projets de développement culturel de la mairie de Brazzaville, les ONG Culture et Développement, cités et gouvernements locaux unis d'Afrique ont organisé depuis hier un atelier de 2 jours dénommé Youth Lab. Cet atelier ouvert par le député maire de Brazzaville, Dieudonné Bantimba, a rassemblé les acteurs culturels et de la société civile. Riel Tony Luboko pour les détails. 32 acteurs culturels et de la société civile prennent part à cet atelier collaboratif dénommé Youth Lab organisé par les ONG Culture et Développement ainsi que cités et gouvernements locaux unis d'Afrique qui accompagnent la municipalité de Brazzaville dans le développement des projets culturels sous l'œil avisé du député maire de Brazzaville, Dieudonné Bantimba. Ces jeunes, acteurs principaux dans le développement de la ville, ont été choisis comme cible prioritaire de collaboration avec les collectivités locales pour créer des lieux de sociabilité et d'échange. Il est donc important pour nous jeunes ainsi que les acteurs de la société civile de pouvoir concilier ces notions et de pouvoir les amener à réalisation dans nos différents secteurs. On est très heureux pour ces formations. Déjà, on tient à remercier beaucoup la mairie de Brazzaville parce que c'est une occasion qui ne se présente pas tout le temps au niveau du pays. La dimension culturelle étant souvent oubliée dans les politiques de développement, cet atelier vise à militer pour faire d'elle le 4e pilier du développement durable. L'objectif principal de l'atelier, c'est faire émerger chez les jeunes le potentiel que représente la culture pour des métiers. Et il faut que les jeunes s'épanouissent dans la créativité. Et aussi le potentiel que représentent les nouvelles technologies alliées à cette créativité. L'idée par ces ateliers, c'est déjà de mettre en lien la jeunesse entre elles dans sa diversité, y compris dans tout ce qui est accompagnement de la professionnalisation, de l'insertion professionnelle des jeunes. En attendant la clôture de ce séminaire, les stagiaires ont reçu leur certificat de participation des mains du député maire de Brazzaville, Dieudonné Bantimba, qui les a encouragés à faire preuve de responsabilité. L'administrateur maire du 1er arrondissement de Pointe-Noire, Lumumba, en guerre contre les occupants anarchiques du domaine public non loin de l'aéroport international,
Antonio Agostino Neto. Dans une déclaration, Mesley Pino Kiazabou a accordé un délai de 15 jours à ses occupants avant leur déguerpissement. Bartel Bouanga. C'est une mise en garde à l'endroit des occupants anarchiques du domaine de l'État dans la zone de la piste d'atterrissage de l'aéroport Antonio Agostino Neto, plus précisément au niveau de la zone Baguette d'Or, que Mesley Pino Kiazabou, l'administrateur maire de l'arrondissement 1 Lumumba, a fait cette communication. Il a été constaté que plusieurs citoyens inciviques ont réoccupé illégalement cette zone, malgré des indemnisations reçues lors des expropriations antérieures. Cette réinstallation met gravement en péril la sécurité aéroportuaire ainsi que celle des citoyens qui ont occupé ces lieux. Cette occupation anarchique contribue à l'insécurité et au désordre observé au niveau de cette zone critique de la ville côtière. Je vous informe officiellement qu'il a été ordonné à tous les occupants concernés de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la date de cette adresse. Passé ce délai, les mesures appropriées seront prises. Nous comprenons que cette situation peut entraîner des désagréments pour certains, mais il est de notre devoir de veiller à la sécurité et au bien-être de tous les citoyens congolais. Ensemble, la loi reste la loi, il faut la respecter pour garantir un environnement sûr aux populations. Lancée en mai dernier dans le but de lutter contre le grand banditisme à Brazzaville et ses environs, l'opération Coup de poing suit son cours. Hier vendredi, les équipes de la police et de la gendarmerie ont fait la ronde de quelques arrondissements de la ville capitale pour mettre hors d'état de nuire les bandits. Héritier Banabélé et Edvel Delis Mampassi. Vendredi 19 juillet 2024, il est 21h. Lorsque les forces de l'ordre de Brazzaville se mettent en branle pour le 10e acte de l'opération Coup de poing. Direction les 6e, 9e puis 4e arrondissements jusqu'au centre-ville où ils ont patrouillé à l'effet de mener la vie dure aux malfrats, habitués à passer des nuits à troubler la quiétude des populations dans plusieurs quartiers. Une patrouille de nuit qui a surpris tous ceux qui ne s'y attendaient pas. Depuis que nous avons commencé cette opération, nous travaillons que 2 jours et ensemble, nous avons décidé avec le contrôleur opérationnel de travailler de nuit. Parce que la majorité de nos citoyens pensent que l'opération Coup de poing, c'est juste une opération de jour. Le rendement est très satisfaisant. 114 personnes interpellées, dont 2 de la force publique, y compris 3 femmes. La majorité, c'est des gros bandits et les femmes, c'est ceux qui vendent un peu de tramadol, y compris de la boisson frélatée. Les populations ne cessent d'encourager le coup de poing de la force publique, qui lutte aussi contre la justice populaire. Maintenant là, on a été de marcher même à 23h parce qu'il y a la sécurité qui de faire leur travail. Chapeau vraiment pour les autorités de notre pays. Nous nous sentons en sécurité, que ça se poursuive un peu partout, même dans les lieux reculés. Lors de cette opération de sécurité qui s'est achevée à 3h du matin, la gendarmerie et la police ont également interpellé quelques conducteurs de taxi-moto ne respectant pas les règles de sécurité routière et saisi du chanvre indien, des tramadol et bien d'autres drogues. Voilà, une opération pour mettre hors d'état de nuire les bandits. Il se tient depuis le 15 juillet un atelier de partage d'expériences en santé mentale organisé par les experts militaires congolais et américains. Le point de cet atelier qui vise le renforcement des capacités des hommes en uniforme dans ce commentaire de Saint-Yann et Linga Uyomba. 25 personnels de la direction centrale du service de santé, notamment des psychiatres et des infirmiers en santé mentale, participent à cet atelier qui a pour objectif de renforcer le système de santé militaire afin d'obtenir une armée en bonne santé et prête à servir sa nation. L'objectif principal du présent atelier est de mettre en place un programme de santé mentale militaire dans les forces armées congolaises avec l'appui des partenaires des États-Unis d'Amérique. En ma qualité de directeur central du service de santé, j'exhorte les participants à cet atelier de faire preuve d'assiduité et d'engagement de façon à nous produire un document de partenariat robuste en matière de santé mentale dans les forces armées congolaises.
Les experts militaires congolais et américains en santé mentale vont pendant 5 jours échanger sur les politiques, les procédures et pratiques en matière de santé mentale. Cette rencontre entre les experts militaires congolais et américains en santé mentale s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre le Congo et les États-Unis dans le domaine de la santé militaire. Pendant 3 jours, j'ai bénéficié de la collaboration rédactionnelle de Richeline Makolango de la coordination d'Alida. Bienvenue au Maï, le tout sous la supervision du directeur de l'information, Ordel Dieu merci, Biakoro Malunga. C'est la fin de cette édition. Demain 20h, vous serez en compagnie de Gustel Claire Koudissa. Quant à moi, j'espère vous retrouver très vite. Au revoir.